un constat, un combat. Aujourd'hui, en partenariat avec la revue Disruption, les grands échecs du jeu vidéo. Bonjour Stanislas, tu vas bien? Bonjour, je vais bien, oui. Et toi? Bah écoute, ça va très bien, très content de te revoir. Alors cette fois-ci, on va pas parler des crises économiques, ça reviendra, mais on a été un petit peu débordé. Et puis on Mhm. espère que la troisième personne va revenir aussi assez vite. Et donc là, on s'est dit qu'on allait inaugurer un petit peu une nouvelle série de discussions libres et sur une passion commune, le jeu vidéo. Voir un petit peu comment les différentes générations voyaient les échecs de cette belle industrie. Alors, on a donc fait une liste chacun, on a retenu 4 échecs. Alors, Mhm. la liste, elle est un peu comme ton sweatshirt, elle est révolutionnaire, elle est rouge. C'est-à-dire, on n'a pas pris les usual suspects, on n'a pas mis Duck Nukem Forever, on n'a pas mis tout ça parce que les gens ont déjà dit que c'était de la daube et ça sert à rien de tirer sur l'ambulance alors que voilà, là, on est déjà en soins palliatifs. Donc, on a pris Oui. quatre jeux chacun ou des fails également de consoles. Alors moi, Mhm. j'ai choisi The Bouncer de Squaresoft, Alone in the Dark 4 d'Infogrames, Porsche Chat Challenge de Sony Europe et Star Citizen de, je sais pas, Chris Roberts. Voilà. Ouais, Et bah alors, et oui. toi, t'as pris quoi? Euh, alors moi, j'ai pris la CDI, donc une console par un jeu. Ensuite, je crois qu'après ça, il y avait Elder Scrolls Daggerfall. Donc, je voulais aussi dire que ça veut pas dire que chaque jeu sur cette liste est mauvaise. Il y a des choses à dire en termes de fail, même sur des bons jeux. Comment tu Euh, commences à faire le damage control? non, 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 mais faut dire les. Bah, après, je vais tout expliquer plus tard. Mais ensuite, on a Daikatana. Et à la fin, pour moi, ça va être Cyberpunk 2077. Ok, ben, une belle liste. Alors évidemment, on n'a pas prétention à l'exhaustivité et ne nous envoyez pas des mails d'insultes en disant le jeu que je déteste n'y est pas. Oui, on n'a pas mis E.T. l'extraterrestre parce que là encore, tout le monde en parle. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours les mêmes qui prennent cher, quoi. Voilà. Ok. Bah écoute, donc je propose de commencer par le premier, The Bouncer. Est-ce que Mhm. tu en as déjà entendu parler? Pas du tout. Quand tu m'as envoyé la liste, je viens de regarder un peu quelques photos, quelques screenshots, quelques gameplays, etc. Mais non, je connaissais pas. Et du coup, ça va être une découverte pour moi. Ouais, bah alors c'est ça. Moi en fait, je me suis dit un fail, c'est surtout un jeu au-delà de sa qualité qui correspond pas du tout aux attentes. Alors The Bouncer, c'est assez intéressant parce que c'est au début de la PlayStation 2. Je sais pas Ok. si tu as des images de quand la PlayStation 2 a été lancée. Oui. Je Et vois, c'est c'est gros succès déjà, énorme et les hype. bastons. Enfin, Ouais, ouais. euh, Et les oui, oui, bastons, oui, dans les magasins, etc. Oui. ouais, aux Champs-Élysées, ça avait été Mhm, pillé. Enfin, bref, c'était la première hype pour une console parce que à l'époque de la PS1, quand elle était sortie, elle avait eu du succès, mais c'était pas encore un loisir de masse et un loisir. Il y a vraiment la médiatisation du jeu vidéo qui se met mhm, en place dans la deuxième moitié des années 90. Et la 2002, ça y est, c'est la hype. Et le gros problème, bah, c'est toujours de same old story. C'est que quand tu as une nouvelle console, bah, tu as pas de jeu. Parce que, et en fait, parce que les gens sont pas prêts, quoi. Surtout la PlayStation 1 qui marchait super bien. C'est une console qui a eu une fin de vie. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est de fou. Avec Final Fantasy 9, par exemple. Quand tu as ça en fin de console, tu dis pourquoi passer. Et quand la mhm. PlayStation 2 sort en 2000, bah, il faut faire de la hype. Parce que, en gros, le gros jeu que tu as Ridge Racer. Alors, ça avait marché l'arnaque pour la PlayStation 1, mais quand même, quand tu as un jeu de Ouais. course où tu n'as qu'un seul circuit, tu sens un petit peu la douille, quoi. Et puis, sinon, mais tu pouvais te consoler avec Fantavision. Tu vois ce que c'est, Fantavision? Non, non, Ah, non. c'était un jeu de lancement hallucinant sur PlayStation 2. En plus, il était super cher, du genre, je crois que c'était 500 francs.
fait, c'était pour Oh là montrer là. les effets particules. Et en fait, c'était un jeu de Ah. simulation de feux d'artifice. Ok, ok, je vois l'idée. Je vois l'idée. C'était plus un truc qui excitait, j'imagine, les développeurs que les gens Ou- qui. Ouais, Bon, bah, les particules, pas en très fait, intéressant. WandaVision, dit la régie. Non, pas WandaVision, dit WandaVision. Fantavision. C'était peut-être d'ailleurs sponsorisé par Coca-Cola, je sais pas. Et alors, le truc, en fait, c'est Fantavision, tu vois, après le simulateur de feu d'artifice, en termes d'intérêt, tu pouvais faire le simulateur comment dire, nettoyage d'une plage bretonne après la marée noire, parce que tu ne pouvais pas toucher le fond plus. Et, et alors là-dessus, bon, tout ça, évidemment, tout le monde sait que c'est de la douille, quoi, parce que l'âge moyen avait augmenté, c'était passé la vingtaine, Mhm. donc globalement, les gens savaient. Mais il y avait un éditeur qui avait été absolument dominant sur PlayStation 1, c'était bien sûr Squaresoft. Parce que là encore, quand Squaresoft avait annoncé qu'il trahissait Nintendo pour développer Final Fantasy VII, c'était l'entrée du jeu de rôle japonais dans les chaumières du vieux continent. Ça avait absolument tout bouleversé. C'était vraiment le truc qui avait fait la percée de la PlayStation 1. Et là, Squaresoft arrive et ils disent, bah, écoutez, nous, on va soutenir la PlayStation 2. On va faire un jeu qui va être quasiment un cinéma temps réel et tout, de Bouncer. Et là, tout le monde se dit, on attend ça à mort, c'est la killer app, le jeu qui va faire acheter la console. Parce qu'il faut se rappeler, tu sais comment on appelait la PlayStation 2 dans le marketing? Ça va te faire marrer. Non, On l'appelait non, non. l'Emotion Engine. Ok, Tu connais pas ok, ça, ok. l'histoire? Non, non, je Non, connaissais bah, pas cette histoire, non. ouais, bah alors, en fait, c'est que, tu vois, avant, dans les jeux vidéo, avant la PlayStation 1, il n'y avait pas d'émotion. C'était des jeux vidéo qui étaient de base. Et la première émotion qui arrive dans le jeu vidéo, c'est Resident Evil, la peur, Mhm. 96. Et là, il y a tout le monde qui se met à faire des survival horror en disant, voilà, on va leur faire peur et tout et tout. Donc, la peur, on l'a bien eu dans les années 90, tout le temps, Mhm. avec Silent Hill, avec tout. Et là, en fait, ils arrivent, PlayStation, et pour vendre la PlayStation 2, ils disent, oui, OK, la peur, mais ce n'est pas la seule émotion de l'humanité. On va également vous apprendre à pleurer devant les jeux vidéo. On va vous Waouh. apprendre à avoir les chocottes. On va vous Ah, apprendre. waouh. Et là, tout le monde se dit, oh putain, on va pleurer devant les jeux vidéo. Il y avait Kojima, tu sais, déjà là, il faisait déjà des arnaques à l'époque, qui avait dit, moi je vais faire Zone of the Enders. Le but, c'est une simulation spatiale, on affronte des pieuvres de l'espace et ça va vous faire pleurer. Bref, tout le Oh, monde waouh. voulait pleurer, quoi. Et pourtant, Nicolas Sarkozy n'avait pas encore été élu. Bref, et tout ça a fait que là, l'Emotion Engine, on se dit, Squaresoft, ils vont réussir à nous faire pleurer parce que là encore, bon, tu sais, Final Fantasy VII, Daenerys qui crève, Oui. vous, ça vous fait peut-être pleurer, mais nous, on s'en battait les couilles. Tu sais, voir un polygone crever sur place, ça suffisait pas. Mais là, on se dit, de Bouncer, ça va marcher. Ça va marcher, ça doit marcher. Surtout qu'en plus, bah, au même moment, il y a des gens qui font du vrai jeu vidéo, eux, la Dreamcast, Sega, qui commencent Effectivement. à faire des trucs assez impressionnants, notamment Shenmue, qui est un peu Mhm. déjà dans l'air du temps. Et en fait, le Bouncer, tout le monde se Ouais. dit, ça va être l'équivalent, un peu, en gros, un truc comme Shenmue. Je ne sais pas si Shenmue était déjà sorti, mais globalement, c'est ça. Mais à la Squaresoft, sur les Motion Engine. Il y avait même John Carmack, le producteur de Doom, qui disait c'est hallucinant les specs de la PlayStation 2, vous allez chialer, Mhm. c'est clair, toutes les émotions vont arriver. Alors, le mec qui a fait Doom, il s'y connaît en émotion dans les jeux vidéo. Et tout ça, ça fait de Bouncer. Et le Bouncer arrive. Et en fait, tu vois un peu Shenmue. Oui, je vois. Bah, Shenmue, c'est super bien. Il y a juste un problème, c'est les QTE. Ok, oui, Bah, oui. de Bouncer, tu as que les C'est QTE. juste ça. Ok. Sur quoi? Mais attends, c'est un jeu sur quoi? C'est quoi le...
le En fait, prémisse. alors, moi, je vais t'avouer, la vie est trop courte, hein, je n'ai pas joué. Ok. Oui, non, Parce que j'ai pas, j'ai j'ai pas pas eu joué à la tous les Play- jeux sur moi, Et puis, j'ai pas eu évidemment. la PlayStation 2, il n'y a pas marqué Yankee ici, hein. Enfin, je l'ai acheté, mais plus tard. Je l'ai acheté pour jouer aux vieux jeux, mais il y a 5 ans, quoi. Mhm, Sinon, mhm, la je Xbox était comprends. mieux sur la génération, honnêtement. Enfin, c'est mon Sur la avis. première. Parce, Ouais, ouais, ouais. parce qu'ils avaient récupéré tous les Souvent jeux ça. japonais de Sega, notamment, la première Xbox. Mhm, Donc, mhm. t'avais Pas Jet beaucoup Set de Back gens. to the Future. Pardon. J'ai dit juste, pas beaucoup de gens pensent. Enfin, toi, t'as bien aimé les jeux japonais, justement, j'ai l'impression. Parce Les quoi, que pardon? les jeux japonais, justement. T'étais très fan. Ah ben moi je suis années 90. Années 90, c'est que les jeux, enfin les jeux japonais sont sur un piédestal. Mm. Et le truc, enfin bref, voilà. Et donc tout le monde attend Squaresoft de Bouncer. Et moi Ouais. je me rappelle juste du trailer reveal, comme on disait pas à l'époque, Ouais. où tu vois un mec qui court, tu as dû voir ça peut-être dans les images, un mec qui court pour choper un Mhm. métro et qui saute sur le Ok. métro et que voilà, et tu te dis putain, tu vas faire ça. Et en fait, comme toutes les scènes d'action totalement what the fuck, c'est une QTE. Et les QTE, c'est chiant. Ah oui, super. Oui, bah oui, c'est chiant. Personne n'aime ça. Oh là Ouais. là. Ok, bah putain. Oh, ouais, désolé. Bon, c'est pas Euh, grave, je dis plein de gros mots, t'as le droit. On est Peggy attendez. 16. Je me suis trouvé. Attends, une seconde, je me suis. Je cherche la. Ok, je suis là. Ok, j'ai trouvé. Oui, bah c'est super. Moi, je trouve déjà tout le lancement de la PS2 en général, cette période dans le gaming super intéressante. Et justement, je connaissais pas ce jeu, donc maintenant on connaît l'histoire de Bouncer. Et Euh, comment tu vois, toi, justement, le lancement de la PS2? Comment tu le voyais? Bah, moi, j'ai pas. Alors, c'était en quelle année qu'était sortie la PS2? Je crois que 2000, j'étais pas né. 2000, 2000 en Europe. Mhm. Ok. Ouais, Bah, 2001. pas du tout né. Je l'ai pas vécu, mais justement, j'ai vu les images, j'ai vu les magasins complètement euh, avec des gens partout qui se battaient pour la console, etc. C'était super intéressant à voir, surtout que, bon, après, ma génération sur laquelle j'ai commencé, c'était la PS3, c'était ma première console. Et pour la PS3, tout le monde s'en foutait de cette console. Au début de sa vie, elle était super chère, il y avait aucun jeu. Bon, en vrai de vrai, comme chaque console, mais il y avait la Xbox 360 juste à côté, donc c'était dur à se battre contre ça, même si moi, je reste PS3. Mais c'est vrai que la J'aime PS2, pas ça du m'a tout la toujours intrigué. 360 aussi. Ah ouais, Je- t'aimes pas? Non. En fait, tu vois, je trouve qu'il y avait un vrai truc Ok. sur la Xbox, mais là, on va déraper, mais oh, ça pourra Oui. être. Mais on peut faire un teasing pour une prochaine émission. Mais en fait, j'ai beaucoup apprécié la Xbox 1 Ok. parce qu'il y avait une vraie proposition de console, en fait, qui était un peu la rencontre entre le PC et les jeux japonais, notamment Sega. Mhm. Donc, moi, c'est assez marrant, tu vois, quand je regarde ma ludothèque, les jeux que j'avais sur Xbox, j'avais Mhm. que des jeux de l'univers PC, d'ailleurs, souvent des jeux très français. Bon, Mhm. en fait, je crois que c'est la console. J'ai le tiers de mes jeux qui étaient français, parce que c'était l'époque où Ubisoft savait encore faire des jeux. Il y avait encore cette patte française un petit Ouais. peu, Ouais. avec Beyond Good and Evil, 13, Tom Clancy, enfin voilà. Ou alors des jeux japonais. Et il y avait plein Mhm. de jeux japonais du style traditionnel japonais. Donc les jeux Mhm. Sega, qui sont tous ressortis sur Xbox One. Et aussi, il y avait plein de jeux qui étaient des exclusivités Xbox One, mais qui étaient vraiment le gameplay japonais. Par exemple, Otogi, Ninja Gaiden. Il y avait un super Ninja Gaiden sur Xbox One. Il y avait aussi Mhm. Panzer Dragoon. Je ne sais pas si tu vois ce que Oui, c'est. enfin, je connais le nom, mais ça me rappelle pas En exactement fait, les images là c'était tous maintenant, les mais jeux qui étaient trop cool sur Saturn et auxquels personne n'avait joué parce que tout le monde était sur PS1, en fait. tellement dommage, ouais. Voilà. C'est la Et Saturn, ça c'est
trop dommage comme échec aussi, on n'en parle pas, mais enfin, Ouais, on ben va pas en parler aujourd'hui, mais c'est on vrai en que c'est très parlera. dommage, Mais tu es un un vrai, jour, tu ouais. sais, Stanislas. Parce que les mecs qui veulent faire semblant de connaître le jeu vidéo disent toujours: «Ah, c'est trop dommage la Dreamcast». Alors qu'en fait, le vrai fail, c'est la Saturn. Non, oui, c'est OK, c'est vrai. OK. Mais OK, on peut passer d'ailleurs, en passant de fail de console à une autre console qui a fail, Ouais. heu, la, CDI. Mmh. Alors, Ah OK. on vient de parler de la PS2, on va parler de la PS1 maintenant, ou du moins, le moment où elle sortait. Alors, c'est quoi la CDI? Tout d'abord, c'est une console de Philips en partenariat, avec Nintendo, qui est leur première console, de type, d'ailleurs, pas, toujours, présentée comme une console, mais plutôt comme un premier hub, médiatique, un peu comme aujourd'hui nos consoles sont présentées comme des hubs médiatiques où on a des jeux vidéo, YouTube, Netflix, les films, tout ce qu'on veut. À ce moment-là, la CDI, ça avait, cette ambition-là. Alors on est dans une époque où les consoles fonctionnent à cartouche, mais les premières consoles, à CD-ROM sortent. Ça va être, au début du coup, Nintendo qui va vouloir se mettre sur cette vague avec un partenaire qui va être Sony. Hem Et c'est Sony qui, va en quelque sorte dégoûter, Nintendo. Ils ont pris beaucoup de contrôle sur, leur partenariat. C'était censé être une console, Nintendo et Sony ainsi qu'un adaptateur, pour la Super Nintendo afin de pouvoir jouer, à des jeux CD-ROM dessus. Sauf que, ce qu'a détesté, Nintendo, c'est, le fait qu'ils n'avaient plus énormément de contrôle sur, le développement. Ils n'avaient pas de contrôle du tout sur, tout ce qui était, le format lui-même. Les CD, Sony seraient, restés sous contrôle de Sony, ainsi que, ils devraient, donner beaucoup de leurs, hem, franchises telles que Mario et cetera, être développées Ouais. par des personnes qui ne sont pas, venues de Nintendo, ce qui ne se faisait pas. C'est la seule console, qui a un jeu Mario et le seul éditeur qui a pu à nouveau obtenir le droit de développer Mario, c'est Ubisoft, Mmh. hein, avec Mario et les Ah lapins oui, crétins. avec les lapins Mmh, crétins, ouais. mais c'est, 20 ans plus tard, quoi. Donc Oui. ouais, ils laissent pas la franchise comme ça. Et justement, ça montre vraiment, le traumatisme de Nintendo parce que ce jeu était pas très bien. Mais, c'est, Sony et Nintendo qui vont, même pas se séparer, d'une manière, normale où Nintendo va vouloir, partir, et changer de partenaire. C'est pendant le CES je me rappelle plus quelle année, mais, c'est pendant un CES donc qui est une grosse, convention de nouvelles technologies. Sony présente, un des premiers jours la PlayStation qui est justement cette console, donc la première version de la PlayStation qui est cette console, entre Sony, et Nintendo. Sauf que le jour d'après, Nintendo, au lieu de on va dire, présenter, ce partenariat de leur côté, ils, vont rompre, publiquement avec Sony, en annonçant qu'ils vont travailler avec Philips. Ce qui va choquer, tout le monde, mais surtout les personnes, chez Sony qui ne savaient pas du tout, ce qui allait se passer. Heu voilà, c'est comme ça que va commencer, le concept de la CDI, qui est du coup une console, en partenariat avec Nintendo qui va du coup avoir la possibilité d'utiliser des franchises comme Mario et Zelda, mais qui a cette capacité de jeu en CD-ROM. Mmh. Et il y a plusieurs problèmes avec cela. Déjà, c'est une console qui est super, bizarre pour Nintendo. Parce que Nintendo va rompre avec Sony parce qu'ils n'avaient pas assez de contrôle, mais en même temps, sur la CDI,
Ça va être une console qui va être créée et produite par, d'abord Philips, mais qui va ensuite vendre la licence de production de la CDI aux autres, constructeurs. Donc en quelque sorte, il existe énormément de types de CDI. Il y en a pas qu'une seule de chez Philips. Il y a des Mhm. CDI Philips chez d'autres constructeurs. Ce qui est quelque chose qui est impensable, chez Nintendo, qui a toujours été une entreprise extrêmement, qui met extrêmement de protection sur leur, franchise, sur leur franchise, console, tout ce qu'ils créent Ouais, en c'est des réalité. contrôles fric, hein. C'est des contrôles Oui, fric. c'est des contrôles fric, à la un peu, Apple, mais du gaming, en termes du contrôle. Bah, Et faut dire, là-dessus, ils s'étaient un peu ouverts au début des années 90 et le CDI renvoie à ça. Par exemple, mhm. ils avaient laissé un film Mario se produire. Je sais pas si tu as Ah vu oui, le premier film de ouais, Super Mario Bros. Tu comprends je l'ai pas pourquoi fini. après, Il était, ouais, ouais, ouais. c'est bien prudent. Ouais, non. Et justement, c'est tellement drôle. Donc, ce film, il est tellement aussi, différent, ça se voit qu'ils ont laissé, de la créativité aux personnes qui le produisaient, mais du coup, ça a fait une abomination et c'est la même chose avec la CDI. Donc non seulement la console elle-même a été produite par d'autres constructeurs que Philips, pas du tout, Nintendo n'avait vraiment pas énormément de contrôle dessus. En plus de ça, c'est un studio tiers qui va produire les jeux Nintendo sur la CDI. Ça va être Animation Magique, qui va produire notamment les Zelda, qui, sont très ce nom, il me fait très rire parce que l'animation dans ces jeux est si horrible que, le nom du studio est juste drôle, mais à part, juste, l'animation, la console est très chère. Elle coûte 700 €, 700 à ce Ouais. moment-là, ce qui aujourd'hui équivaut à autour de Ah oui, c'est un 1 600, truc de dingue, c'est un truc de dingue. et oui, ça, c'est un truc qui me fait toujours, qui me choque toujours avec les vieilles consoles, c'est qu'elles étaient extrêmement chères. Que ça soit les bonnes consoles ou les mauvaises, mais la CDI avec, les Pas 700 c'est la NES, la Super NES, c'était pas si cher que ça. Je me rappelle plus. Moi, je oui, jouais sur Atari, c'est mais oui, mais en fait, je parle encore plus vieux. ah À oui, ce oui, moment-là, c'est vrai que c'était super oui, cher et justement, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'entreprises qui investissaient énormément dans ce, dans la technologie, dans le renouvellement, dans les nouvelles technologies justement comme le CD-ROM, mais ils s'en foutaient complètement des coûts, j'ai l'impression. Ils créaient le truc et après ils le vendaient à 700 et personne l'achetait. oui, bah, il y a eu un bon Animation exemple avec la 3D aussi. Ah, oui, qui est un peu à la même époque que la CDI. Je pense mmh qu'à à l'époque, il y avait vraiment la volonté de proposer du jeu vidéo pour adultes. Et que ce mh. qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'en fait, les adultes, pour attirer les adultes, il faut pas faire des prix chers, il faut faire des trucs cool. Et c'est ça Ouais, que Sony a compris, par exemple, avec la PlayStation 1. Bah, un jeu comme Wipeout, au moment où tu as les rêves, la techno qui se développe, bah, tu as la techno dans le jeu vidéo. Et là, brutalement, ça va intéresser les adultes. Parce que les adultes, ils n'aiment pas payer cher pour payer cher. Ça s'appelle ouais, oui. ça s'appelle les premiers acquéreurs de la PlayStation, de la Xbox. Ça, c'était laquelle après la 360? C'était beaucoup plus One, cher que. c'est la One, Voilà, ouais. voilà. J'avais cette console, mais c'est vrai que Ouais, ouais, c'était ok. pas ouais. Ok. Bah, c'est d'ailleurs Nintendo va payer le même prix juste après, enfin pas juste après la CDI, mais ensuite, en essayant de faire, la GameCube qui serait plus justement adulte, avec plus de jeux tiers et cetera. Mais Ouais, elle avait énormément de problèmes avec les développeurs tiers, cette console, mais ouais, en ouais, général, ils ont pris une absolument. toute autre, direction, qui a très bien marché pour eux. Les consoles Nintendo, Heu, enfin, jusqu'à la Switch, ont eu des énormes problèmes avec les tiers. C'est la mmh Switch qui a changé les choses, notamment avec l'écosystème indé, j'ai l'impression. Mmh. Sauf que l'écosystème indé, oui, il est super bien, sur la Switch effectivement, ils ont d'autres problèmes, qui sont un peu de l'autre côté heu, de cette,
de tout ça, en fait, d'un côté, il y a plus de jeux indés qui sont super cool, et de l'autre côté, il y a énormément de jeux de merde déversés sur le shop de la console, on dirait Ouais. Steam. Ce qui est tellement drôle Alors, d'un quand autre c'est côté, sur la Nintendo. CDI, pour revenir à elle, les jeux de Ah merde, oui, c'était déversé, mais c'était même ouais, tous les sur jeux un étaient store, quoi. Tu éclatés. les achètes Oui, plateau. Alors, tous les jeux étaient ultra chers, super nuls, et en fait, vu que c'était une console qui voulait ultra cher et super nul, ça peut faire un titre de jeu de film de super-héros, ça. Mais c'est une. D'ailleurs, en parlant de films, c'est une console qui vendait justement des films, des jeux vidéo, mais aussi des jeux un peu point and click, mais pas trop assumés. Ils étaient pas. On disait pas que c'était des jeux, on disait plutôt que c'était des films interactifs, des trucs comme Ouais. ça. Voilà, c'était une. Donc, euh, encore. Bref, il y avait trois jeux Zelda sur la console. Tout le monde Donc, s'en foutait. tout le monde s'en foutait. Il y en avait un qui voulait faire un sorte de concept où chaque c'était en image réelle où il y avait une vraie actrice qui jouait Zelda, ce qui était juste extrêmement moche. Et les autres jeux, c'était des jeux super basiques, ou alors un d'entre eux, c'était un side-scroller pas du tout inspiré. De l'autre côté de chez Nintendo, il y avait le jeu Mario, Hotel Mario, qui a eu la bonne idée de ne pas utiliser les choses qui sont fun dans Mario, et au lieu de faire ça, ils ont fait un jeu d'hôtel, de gestion d'hôtel où tu dois genre fermer des La portes. licence Mario, tu vois, là, c'est quand même les années 90. Tu vois que il y avait une certaine candeur dans l'industrie. Parce Mais que j'ai l'impression que j'imagine c'est le trop. moment où il y a les Américains qui sont venus et qui ont commencé un peu à faire n'importe quoi avec les licences japonaises. Parce que justement, que ça soit la CDI avec Philips, que ça soit le film Mario, ils ont un peu commencé à essayer de, de faire passer Mario aux Américains alors que c'était déjà passé, ça marchait très bien. Mais ils voulaient quand même, Ouais. je sais pas, Bah, l'adapter. c'était les années 90, tu sais, les années 90, le jeu vidéo était pas pris au sérieux. Du genre, c'est des films, tu sais, Street Fighter, Mortal Kombat, avec Christophe Lambert. Donc rien que ça Mm. montrait que les gens savaient pas comment gérer ce nouveau média. Moi, Mhm. ça m'a fait vraiment marrer quand j'ai vu que tu voulais parler du CDI, parce que donc moi, bon, je vivais à cette époque, j'avais 10 ans, Ah, 9, j'ai même pas calculé la console. Tu vois, c'est une console, je connaissais, j'ai plus entendu parler de la Jaguar d'Atari que du wow, CDI. C'était wow. vraiment, parce que c'était une époque où, tu avais le début du terme multimédia, mais le terme multimédia va vraiment exploser en 94-95. 92, les gens savent pas encore ce que c'est le multimédia, et donc je crois que Philips est arrivé trop tôt. Ça, c'est le premier truc, et puis c'est pareil avec le CD-ROM, en fait. C'est que le Mm. CD-ROM, la technologie arrivait, mais les gens savaient pas, parce que la disquette, je ne souhaite pas à mon pire ennemi de jouer à un jeu avec une disquette à la fin des années 80, mais les disquettes, il y avait un jeu Indiana Jones and the Last Crusade où tu avais des graphismes un peu développés, tu avais 6 disquettes. Oh my Donc God, en fait, ouais. ça t'apprenait à devenir disque jockey, tu sais, quand tu jouais, au moindre écran, tu changeais la disquette. Oh là là, c'est horrible. Ça nous Ouais. crée des vocations, quoi. Tu vois, tu avais Guitar Hero, tu avais DJ Mhm. Hero, bah, avant, tu avais Indiana Jones and the Last Crusade où tu pouvais jouer avec les disquettes en permanence. Et donc, il fallait que ça cesse, quoi. Il fallait qu'on achève ça. Et c'est là où il y Mhm. avait l'idée du CD-ROM. Mais le gros problème, c'est que les gens qui. En fait, le CD-ROM, je crois que c'est un peu ça, le fail de la CDI, c'est qu'ils se sont dit, bon, le CD-ROM, ça permet quoi? D'avoir plus d'informations. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner des films. Comme ça, bah, on a une moindre compression. On peut mettre de vrais films interactifs dedans avec des vrais acteurs. Et l'avantage, c'est qu'un vrai acteur, ça coûte beaucoup moins cher que de développer le truc dans l'univers du jeu vidéo. Et c'est pour ça que tu sais, par exemple, les Command and Conquer au milieu des Mhm. années 90, où tu as des vrais acteurs tout pourraves qui remplacent des acteurs de jeux vidéo.
Et ça sera plus comme ça à la fin des années 90, où l'image de synthèse va beaucoup se développer. On est à une époque où l'image de synthèse n'existe pas trop. Donc, du Oui. coup, ils partent avec l'idée, le CD-ROM, ça va permettre de faire des films cheap qui vont nous faire des gains de coûts. Alors que, en fait, les gens n'étaient pas prêts. Parce que dans les années 90, le nec plus ultra en matière de technologie d'image, c'est la cassette que tu rembobines avec le crayon, quoi. Ouais. Le DVD, ça n'apparaît qu'avec Matrix, fin des années 90. Avant, les gens s'en foutent des DVD. C'est Matrix qui va populariser le truc. Donc, ils arrivent 7 ans trop tôt et bah, forcément, la qualité pourrave, c'est cher et en fait, ça sert à rien. Mmh. Alors, moi, je sauverais un peu le CDI parce qu'il y a un jeu qui a un peu fait rêver sur CDI. C'est OK. pas le jeu, personne n'y a joué sur CD, mais tout le monde, quand il a été porté sur PC, s'est dit: «Ah, c'est cool parce que ça permet de ne pas acheter le CDI». C'est The Seventh Quest. Je sais pas si ça Comment? dit quelque chose, The Seventh Quest? Non, ça me dit Alors, pas, c'est un jeu d'horreur qui a c'est OK. le premier jeu, en fait, qui a convaincu que le CD-ROM était intéressant en jeu vidéo. Avant, il y avait aussi OK. Dune de Cryo, qui Mmh. est pas Dune 2 après qui a fait Westwood et qui a posé les bases du STR. C'était Mmh mh. un jeu déjà où tu avais notamment les sables d'Arrakis de la planète Dune qui étaient faits grâce à la puissance du CD-ROM. Et ça, Dune, OK. autant il y avait un intérêt, parce que c'était, voilà, Arrakis, tu la faisais pas en jeu vidéo à l'époque. Enfin, Ouais. c'était vraiment un truc nouveau, quoi. Et c'était ultra Mmh mh. impressionnant, les vers de terre dans Dune de Mmh mh. Cryo. Mais The Seventh Quest, c'est le premier jeu qui est vraiment un film interactif où il y a un truc qui se passe, parce que tu explores une maison hantée avec des scènes ultra macabres. Et en fait, c'est un puzzle games. C'est-à-dire quand tu vas dans une pièce, tu as des puzzles à résoudre, un peu comme dans Myst. Tu vois? OK. Après Mmh Myst mh. fera ça 10 fois mieux mais si tu veux, c'est un peu ça, c'est des puzzles macabres. Tu découpes, un gâteau où il y a du sang qui coule, enfin, et c'est le Super. premier jeu vraiment un peu d'horreur qui est pas du tout le genre de Resident Evil, mais voilà, film interactif puzzle, c'est, je pense, le jeu marquant du CDI, quoi. Le seul jeu auquel qui vient du CDI et que j'ai sur Good Old Games et qu'un jour, quand j'aurai le temps, j'y jouerai, quoi. Voilà. Ah, trop bien. C'est génial. D'ailleurs, je voulais aussi juste dire, sur sur les graphismes, on va dire réalistes parce que c'était juste des films. Il y avait quand même, de ce que j'ai vu, une réception assez positive au début. C'était un peu impressionnant. On se disait pas qu'on pouvait voir ça, enfin, c'était pas commun de voir plus des jeux vidéo, aussi, fluides, avec, une interf on va dire, des graphismes de films, même si bon, c'était très, très compressé et cetera, mais ça a eu un tout petit peu, j'ai l'impression, l'effet, que les télés, 3D ont eu, dans les années 2010. Ouais. C'était vraiment une mode, 2 minutes et après tout le Mmh. monde s'en foutait. Donc c'était au tout début, ça semblait être une bonne idée même, il y avait des heu, bonnes reviews, sur ça, mais voilà, ça a vite lassé les gens parce qu'il y avait plus de contenu, réellement, c'était simplement, quelque chose pour les yeux. OK. Donc Et pour terminer là-dessus, avant de passer au prochain, je crois qu'il y a aussi un autre truc dont on n'a pas conscience, c'est à quel point à mmh, l'époque, il n'y avait pas de journalistes de jeux vidéo dans la presse mainstream. C'est-à-dire que oui, la oui, oui, presse c'est vrai. mainstream ne comprenait rien aux jeux vidéo et la presse jeux vidéo, c'était un truc de nerd, quoi. Mmh, Donc, il y avait un peu l'idée de dire: «Oh, on va faire un film interactif, ça va donner ça fait que ça c'est un appât pour les journalistes, en fait, pour les journalistes oui. mainstream». Mais c'est un peu comme avec internet, tu vois? Parce que c'est internet qui va lancer le multimédia. C'est Mmh mh. là où ça va rentrer dans l'esprit des gens en 94-95 et je me rappelle la presse de jeux vidéo Joystick, qui était un magazine culte du jeu vidéo à Mmh. l'époque, qui avait fait un édito: «Non mais internet, mais en réalité on s'en fout, c'est un truc que pour les journalistes, parce que ça permet d'aller chercher de l'information rapide, c'est pour ça qu'ils créent la révolution, mais ça sert à rien dans le jeu vidéo».
Et tu vois, cet article de Joystick qui m'a toujours marqué parce qu'en 95, c'est les mecs qui sont spécialistes du jeu vidéo qui disent Internet, aucun avenir, c'est un truc de Ouais. journaliste. Et je crois que ça montre que les deux mondes ne se comprennent pas, en fait. Oui, oui, vraiment. Allez, on passe. Tu à ton Oui, prochain jeu, ça va alors, être c'est c'est quoi? Alone in the Dark 4. Ok. Alors, ça te dit quelque chose, Euh, Alone in the Dark, la franchise? ça me dit oui, ça me dit quelque chose, mais pas énormément, donc faudrait que tu expliques. Alors, Alone in the Dark, le premier qui sort en 91-92 est une révolution parce que, alors, c'est fait par Infogrames, donc, et Frédéric Reynal, qui est l'un des grands créateurs de jeux vidéo français. Pour moi, c'est un dieu vivant, Frédéric Reynal. Il a fait Little Big Adventure aussi. Little Big Adventure 2, c'est vraiment un Très bon jeu. génie et un mec ultra sympa en plus. Et en fait, Mhm. l'idée d'Alone in the Dark, c'est de faire l'exploration d'un manoir hanté dans l'univers Lovecraftien. Donc forcément, j'adore, c'est Lovecraft. Oui. Mais en fait, ils font le truc intelligent par rapport au CDI, j'ai envie de dire, ça fera la transition. C'est que le CDI dit, pour faire des films, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des acteurs, on va numériser ça. Et forcément, la mise en scène fera toujours tiep par rapport à un vrai cinéma, un vrai film. Oui. Alone in the Dark, en fait, Frédéric Reynal se dit, je vais faire un film, mais avec des polygones, un jeu vidéo, sauf que je vais prendre les cadrages du cinéma. Et donc, en Mmh. fait, les scènes sont des plans fixes, mais avec des cadrages de ouf qui, en fait, sont tous inspirés du cinéma Hitchcockien. Donc, typiquement, parfois, tu avances dans un couloir, tu sens qu'il y a un truc de l'autre côté, mais le cadrage fait que tu ne le vois Oui. pas. Et je trouve que c'est une manière ultra intelligente d'utiliser les limites du jeu vidéo de l'époque, Mmh. de reprendre la grammaire du cinéma, mais quand même en faisant, en gardant la spécificité du jeu vidéo. Alors, Alone in the Dark, c'est un, succès absolument planétaire et en fait, c'est le premier jeu qui est un survival horror. Le drame, c'est qu'il est publié par Infogrames. Infogrames, donc un éditeur français. Bruno Bonnel, qui est un mec, moi, que j'adore, mais qui a un melon, grand comme 2 têtes. Donc, il Mmh. convoque Reynal dans son bureau après la sortie d'Alone in the Dark. Il dit: «C'est bien, vous êtes une étoile filante, mais les étoiles filantes, ça explose». Et il lui retire le développement d'Alone in the Dark 2 et d'Alone in the Dark 3 qui vont être pas du tout des succès parce qu'en fait, ça va devenir des jeux d'action en 3D un peu OSEF. OK. Infogrames va tenter de sortir Alone in the Dark 2 au début de la PlayStation 1, sauf que là, ils ont un gros problème, c'est qu'il y a les Japonais de Capcom qui ont tout pompé dans le premier Alone in the Dark, mais qui ont fait Resident Evil. Et Ouais. là, quand tu vois Alone in the Dark 2, où en gros c'est un jeu d'action totalement injouable en termes de maniabilité, où tu affrontes des pirates zombies, il n'y a plus aucune ambiance, et tu as Resident Evil, bah, ça ne va pas faire photo. Et Mmh. donc, Alone in the Dark, le 3 ne sort même pas sur PlayStation 1. Et c'est à ce moment-là où Infogrames, faute de sortir des bons jeux, Bruno Bonnel, enfin il va sortir Verali, mais surtout il va faire grossir Infogrames et à la fin de l'ère PlayStation, Infogrames est numéro 2 mondial quand même. Et là, à ce moment-là, bah, ils se disent, il faut qu'on montre quand même qu'on est capable de faire des grands jeux. Alors, ils essayent de faire un jeu de foot, Ronaldo v Football, qui est un de mes jeux de foot préférés de tous les temps, mais dont tout le monde se fout à la sortie. Il met 5 ans à être développé. C'est Pierre Haddad, après, celui qui a fait la série des Top Spin. Tu vois, donc c'est un OK. mec OK. qui est su. Il sait très bien parce qu'en fait, c'est un jeu de foot avec l'ambiance brésilienne. Ah Euh, super. avec Ronaldo, pas le Ronaldo que ta génération Oui, le connaît, vieux. celui d'avant. Le vieux, ouais, Voilà, ouais. et il y avait une vraie ambiance. Moi, j'aime beaucoup. Bon, bref. Et donc, ils se disent, Super. bah, on va prendre Alone in the Dark 4 à la fin de la PlayStation 1 et on va montrer qu'on est meilleur que Resident Evil, qui est Resident Evil, quoi. Et l'idée, c'est de le faire à la charnière de PlayStation 1 et 2 pour le sortir en PlayStation 2 en supérieure version. Enfin, ça va être awesome, etc., etc. Mais là, le gros problème, en fait, alors tout le monde attend ça avec. Les screenshots sont de fou. Il y a l'idée de jouer avec la lumière, en fait, que les monstres fuient la lumière. Donc, tu as une lampe torche, tu te dis, enfin, c'est un peu Doom 3, mais 6 ans plus tôt. Donc, tout le monde OK. attend ça. Alors, il y a deux drames. Premier drame,
ils le font dans les années 90, alors que tout le Mhm. cachet du premier Alone in the Dark, c'est que c'est Lovecraft dans les années 20, en Louisiane. Donc forcément, Mhm. les monstres vont devenir un peu beaucoup moins intéressants. Et puis l'autre problème, c'est que globalement, bah, le studio Darkworks, qui est un studio français, c'est leur premier jeu, ne sont pas du tout à la hauteur. En fait, bah, ils reprennent tout le gameplay pourri de Resident Evil, parce qu'il faut l'avouer, Resident Evil sur PlayStation 1, c'est un balai dans le cul, quoi. C'est horrible. Et en fait, le truc, c'est que comme le jeu sort un peu en fin de console, ils n'arrivent pas à gérer le développement. Et il y a c'est un jeu très court en durée de vie. Et en fait, il y a le début. Oula, Oh. c'est bon, tu avais perdu. Ouais. En fait, il y a le début du manoir où c'est cool. Ça dure 2-3 heures. Mhm. Et après, tu te retrouves dans des labyrinthes génériques. Alors, tu vas me dire, c'est ça dans le premier Alone in the Dark. Mais en gros, c'est des labyrinthes où tu deviens une sorte de super guerrier chaman indien. Tu blastes les ennemis avec des rayons laser. Et Ok. pour allonger artificiellement la durée de vie, ils te le refont faire plusieurs fois. C'est un truc de Oh dingue. là Je me là. rappelle, j'avais joué ça avec mon cousin. On s'était fait la nuit sur Alone in the Dark. On s'était marré en gros de 10 heures du soir à 1 heure du matin. De Oh 1 heure là du là. matin à 3 heures du matin, on commençait à se faire chier. Et à 3 heures du matin, le labyrinthe. Oh, oh là 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 La là. 8e fois. Oh Ah là ouais, là. ouais, c'était. Ah là là, là, on l'a fini, hein, mais c'est un moment où on était fiers de nous, quoi. Et alors, le truc aussi, c'est parce que comme on est en France, évidemment, quand on se plante dans les grandes largeurs, c'est qu'on n'a pas fait qu'un Mhm. jeu vidéo Alone in the Dark. Il y avait l'idée de copier Tomb Raider. Tu sais, ou à Ouais, l'époque faire d'Edward c'est- Carnby. Alors, Edward ouais. Carnby, dans le jeu originel, c'est un type en redingote, enfin un chercheur Lovecraftien typique, en redingote, un peu vieux et tout. Bah non, on le transforme en goth, tu vois, en costume de cuir, les cheveux Ok. longs. On lui donne une sidekick féminine, parce que c'est les années 90, c'est forcément la sidekick, la femme. Enfin Oui. bref, donc tout ça est pas terrible. Et l'idée, c'est on va faire comme Tomb Raider, Edward Carnby, ça va devenir la nouvelle Lara Croft. Donc on va faire des comics, on va faire du cross-média, Oh on là va là. faire. Oh, et les comics c'était nul. Et Infogrames va refaire la même chose d'ailleurs quelques années plus tard avec Enter the Matrix. Tu sais, Ah le oui, jeu ils ont fait des. vidéo Oui, oui, je qui sais. accompagne Matrix Download. Et ça va encore, ils vont encore se planter. Mais il y avait vraiment cette période dans le jeu vidéo où ils voulaient tout le temps. Ou alors, quand il y avait un film qui sortait, il y avait un jeu vidéo à côté qui était 10 fois pire que le film qui était souvent déjà pas très bien. Pareil pour les jeux vidéo, il fallait avoir un comics, il fallait avoir tous ces trucs autour. C'était encore le cas quand je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai joué à tellement de jeux PS3 nuls, mais de chez nuls, parce que c'était des jeux faits sur des films. Genre, je me rappelle, j'avais des jeux genre Green Lantern ou je sais pas quoi sur le film éclaté qui était Il sorti y a eu avec un Ryan jeu Green Reynolds. Lantern. Ouais, 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 sur PS3. Oh là là Adapté là. du film, celui avec Ryan Reynolds, Ah, et j'étais qui pas était, prêt. J'étais pas prêt. c'était, ouais, c'était J'ai dû abominable. faire un blackout. Voilà. Ah non, mais après, il y en avait qui étaient cool, mais je pense que c'est juste parce que j'ai la nostalgie, parce que vraiment, tous ces jeux, ils se ressemblent. Et c'était une période qui était tellement drôle, mais du coup, et Alone in the Dark 4, c'était quelle année, Alors, bah, à peu c'est quand près? j'ai passé mon bac, 2000. C'est en 2000 qu'il est 2000. sorti. Ok. 2000, et c'était trop tard, quoi. Et ça, c'est un Mm. truc que je ne comprendrai jamais. C'est que Infogrames n'a jamais réussi à relancer la licence Alone in the Dark. Et Mm. ils ont fait, comment dire, à chaque fois, ils ont essayé de faire un nouveau développeur et une nouvelle, comment dire, une nouvelle approche du jeu. Après, Mhm. ils ont fait un Alone in the Dark, alors je ne me rappelle plus l'année, c'était les développeurs de Verali Eden Studio qui l'avaient fait, où tu étais dans Central Park. Mais qu'est-ce que t'es Alone in Oui. the Dark? Qu'est-ce que tu fous à Central Park au milieu avec un découpage de série à l'américaine? Enfin, Oh c'est là dingue. là. Alors après, ils ont fait un jeu en ligne, massivement en ligne. Enfin, ils ne savent pas quoi Yes. faire de la licence. Et je ne Mm. comprends pas parce que
c'est vraiment la base du survival horror. Et Mhm. pourquoi tu fais pas un jeu Lovecraftien? Voilà, je ne comprends pas. C'est l'un des grands faits de l'industrie française. Mais en fait, le problème, c'est qu'Infogrames était monté par des rachats et ils sont morts par des rachats, mais ils n'ont jamais été capables de faire comme Electronic Arts, qu'on aime ou pas, mais des jeux qui étaient des millions de sellers indiscutables, quoi. Mhm. Voilà. On avance. Alors, Ouais. parce que, Elder Scrolls Alors, Daggerfall. Daggerfall, ok. Donc, on est après, c'est Daggerfall va être le deuxième jeu à Elder Scrolls. Déjà, je vais te demander, tu joué? Alors, j'y ai pas joué, mais j'en ai entendu parler. J'avais envie d'y jouer, mais j'avais pas le temps. Voilà. J'ai un peu Euh, joué mais d'un autre côté, après, j'ai joué un peu à Morrowind sur Xbox ok. et je me Mhm. suis dit qu'en fait, ça m'intéressait pas. Je me faisais Je chier. comprends. Je Moi, je suis comprends. plus vieux jeu de rôle. Mon all fave en jeu de rôle occidental, c'est Dungeon Master. On en Je vois. reparlera si tu veux une autre fois. Je vois. Bien sûr. Alors, 89. donc, le premier jeu Elder Scrolls qui va sortir, ça va être Elder Scrolls Arena, qui va être une révolution par sa taille. En fait, la taille du monde est énorme par rapport à tout ce qui s'était fait avant. C'est réellement une grosse révolution et Bethesda va devoir euh, aller plus loin avec le prochain. Sauf qu'ils ont un temps de développement de 2 ans. Ce qui est aujourd'hui déjà, quand on regarde, sachant que c'était un jeu avec énormément d'ambition, qui avait, je crois que c'était 15 classes de personnages, énormément de choses qui ont été promis. Et effectivement, presque tout était dans le jeu quand il était sorti. Donc tout ce qui était 15 97, classes, c'est on ça? pouvait les inter... 16, si je me rappelle bien. 96, ok. 96. Oui, peut-être. Ouais. Euh, C'est vrai que deux énormément ans, c'est de... beaucoup en 96 de développement, mine de rien. C'est déjà beaucoup, 2 ans. c'est 2 ans, et oui, et justement, alors pour moi, dans ma vie, pour moi, 2 ans, c'est rien du tout. Moi, c'est fou, parce que, bon, il y a des jeux qui sortent tous les ans, etc. Mais, euh, et on a des jeux comme Zelda, le dernier Zelda qui a pris 7 ans, par exemple, ou Duke Nukem qui a pris 15. Mais Morrowind, enfin Daggerfall, prend 2 ans et c'est effectivement, comme tu dis, pour le temps, c'était long. Dans les médias de jeux vidéo, on disait que on avait peur d'un développement chaotique parce que ça prenait tellement de temps, etc. Et effectivement, le développement a été chaotique, mais parce qu'il n'y avait pas assez de temps, en réalité. 2 ans pour un jeu si énorme et si ambitieux a fait qu'il est effectivement sorti dans un état où il y avait à peu près tout ce qui a été promis, sauf quelques petits trucs comme, je sais pas, il y avait un truc sur la création de potions, je sais pas quoi, même si on pouvait le faire après, bref. C'était un jeu qui était sorti en 96 et comme Bethesda oblige, extrêmement buggé parce que pas de temps pour faire des playtests, pas de temps pour débugger tout ça. Donc il sort, même si il a déjà été déplacé par rapport à sa sortie initiale, il va sortir avec énormément de bugs et il va se faire appeler très rapidement Buggerfall. C'est c'est un il est souvent injouable, même aujourd'hui, il y a énormément de gens qui essayent de jouer à, on va dire, à la version originale, et qui ne peuvent plus, parce que c'est impossible. C'était sous, Même c'était si maso. C'est pas aujourd'hui possible. oui, vraiment. Aujourd'hui, tu sais, comme C'est comme sur jouer Skyrim, Assassin's Creed Unity, tu sais, sans les patchs. C'est vraiment, t'as des bugs dans la exactement. peau, quoi. Exact. Bah, c'était un peu le Cyberpunk 2077 slash Unity de ce moment-là. Même si, bon, je vais dire que Cyberpunk c'était pire. Mais l'atout de Cyberpunk, c'est que en ligne, tu pouvais avoir
des patchs Day One. Ouais. Après, je me rappelle quand le jeu il était sorti, vu que j'ai acheté Day One parce que je suis un pigeon et que je me suis fait scam. Au moins, j'avais un update tous les 2 jours. Ici, tu devais attendre qu'il t'envoie une disquette, un floppy disk Ah que ouais? pour avec les. Oui, oui, parce que c'était déjà arrivé sur Arena. Il t'envoyait déjà des. Ok. C'est pas Ok. vide. Je sais ce que c'est ça. Mais bref, ils envoyaient des patchs dans des disquettes, ou alors, ce qui était super drôle, ils pouvaient mettre, par exemple, des disquettes de patch dans des magazines de jeux vidéo. Plein de méthodes inventives à ce moment-là parce qu'ils n'avaient Ah ouais, pas c'est clair, parce que Internet. Internet. Mais Ouais, à l'époque, c'est pour ça que les jeux n'étaient pas buggés, parce que c'était super effectivement, c'était compliqué, impossible, quoi. sinon c'est juste, c'est fini. Ouais, C'est ouais. fini pour ton jeu. Et c'était un peu le premier grand exemple d'un jeu qui a été sorti super buggé et qui devait être patch, sauf que à ce moment-là, il n'y avait pas ce moyen de le patch super facilement par Internet. Du coup, pendant des mois, il y avait des patchs qui sortaient physiquement. Et aujourd'hui, toute la scène, tous les modeurs Daggerfall, c'est juste des patchers en fait. C'est des gars qui vont debug Ah, il y la en a moitié du encore en jeu. 2024 qui patch Ouais, Daggerfall? oui, parce que il a toujours pas fini d'être patch en Il 2024. sera jamais Non, fini. mais euh, il y a 2 versions de jeu. Enfin, il y a probablement plus même, mais les 2 qui sont super connues, c'est celle sur DOS qui était sortie au début et aujourd'hui, beaucoup de gens jouent sur Unity, qui est une version Et toi, plus tu y as joué à HD, Dagger? plus j'ai joué un tout petit peu et sur la version Unity, super intéressant en vrai de vrai, en réalité, je trouve ce jeu, pour du 96, extrêmement intéressant, extrêmement, grand, même si, bon, j'ai jamais été un fan de jeux qui sont si énormes. Ça m'a toujours, Mmh. j'en Ouais, pouvais plus, au bout d'un moment. Même The Witcher, il y avait des moments où ça me saoulait, alors que c'est un jeu, ouais. c'est une Alors que The masterclass. Witcher a quand même une âme. Moi, c'est ça que Oui, je trouve. Alors Daggerfall, j'y ai pas joué, mais Morrowind, c'est ça qui m'a dérangé. C'est qu'en fait, mmh j'ai commencé et là, je me suis rendu compte que j'allais discuter avec des villageois de médiéval fantastique classique pendant des heures et des heures et regarder des forêts. Et alors, j'ai un problème parce Mmh. que il y avait il y a beaucoup de jeux de rôle que j'aime beaucoup les jeux de rôle du début des années 90 parce que, Mmh en fait, ils sont plus simples. Je trouve que maintenant, ils sont tellement touffus, c'est tellement gros, Morrowind, Oblivion et tout ça, que je sais pas, ils me perdent direct, quoi. Donc en gros, Oui, jeu oui, vidéo qui est rentré dans l'histoire pour ses bugs. C'est pas pour ces celle bugs, qu'on a nous. Donc, avant l'épidémie, des bugs, mais oui, moi aussi. En fait, c'était le d'ailleurs, bah, Elder Scrolls, c'est la série qui a de RPG qui se vendent le plus, enfin des RPG, non occidentaux. japonais, on va dire, parce qu'il y a quand même Ouais, Pokémon. Il ouais, y a quand même ouais, c'est Pokémon, clair. qui a tout, détruit, mais bon, de jeux, RPG comme on le pense aujourd'hui, ils sont devenus, Ouais, extrêmement populaires, mais effectivement, moi aussi, j'ai jamais trop accroché. C'est pour ça que The Witcher m'a plus, plu parce que, il y avait quand même une ambiance, moins basique, on va dire, moins médiéval ouais. fantasy basique, plus, bah, il y avait Je vais te inspiration dire, slave, je vais dire un truc très méchant, mais c'est un jeu européen. C'est pas, et heu, ça se voit. Parce ouais. que souvent les jeux européens bah, essayent de copier les jeux américains, mais les jeux européens ont une âme. Et je trouve que The Witcher, c'est un petit Mmh mh. peu, c'est des projets qui reprend le terrain en friche qu'ont laissé beaucoup les productions françaises de la première Mmh. moitié des années 90, qui justement essaient de créer des mondes. Bah, Little Big Adventure, il y avait Beyond Good and Evil. Alors, c'est dans une logique totalement différente, parce que c'est Europe de l'Est, Pologne, donc c'est pas la même Mmh. mentalité. Mais je trouve que c'est des jeux, tu sens que c'est pas des Ricains qui l'ont fait. Et ça Ouais. change beaucoup de choses. Parce Mmh. que les Ricains alors, peuvent être très bons sur des questions plus second degré. Je pense à Fallout. Mmh. Mais quand il s'agit de créer une vraie ambiance, de vrais enjeux,
Ils sont pas trop là, quoi. Alors, je te propose qu'on passe au prochain, Bah, vas-y. Porsche Challenge. Alors, tu le connais pas, Porsche Challenge, je Je suis sûr. connais pas du tout. J'ai vu une capture d'écran Ouais, sur tu dois, Internet je quand sais tu m'as même pas envoyé si tu vas ça. beaucoup. Ça Il le semble être. cache, ouais. Mais oui, en fait, un truc qui m'a super. Enfin, je sais pas. J'ai regardé ce jeu. Euh, les, euh, Déjà, quand j'écris Porsche Challenge, je vois deux captures d'écran et après, il y a que des voitures Porsche, pas juste des vraies voitures. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gameplay quand je cherche. Mais en fait, ça m'intrigue. Pourquoi est-ce que ce jeu est un fail? Parce que pour moi, ça semble être juste un Alors, jeu de voiture comme les autres. en fait, c'est sur PlayStation 1. Bon, Mhm. la catégorie reine sur PlayStation 1, c'était le jeu de course de voiture. Oui. Dès le début, Ridge Racer, Destruction Derby pour les courses de sidecar, enfin bref, c'était Mhm. Formula One, donc Toka Drive, et c'était l'époque où tu n'avais pas quelques licences qui étaient ultra installées, mais tu avais tout un foisonnement. Parce que, en gros, Codemasters, enfin, chaque éditeur faisait son jeu de course. Infogrames avait Mhm. Verali, Codemasters avait Colin McRae Rally, etc., etc. Donc, c'est pour ça qu'il y avait une grande diversité de choix. Et c'était vraiment là. Désormais, je crois qu'on oublie un peu ça parce que forcément, les jeux de course vieillissent plus mal que des jeux d'aventure à la troisième personne. Donc, la PlayStation 1, on s'en rappelle, Resident Evil, Silent Hill, ce Crash Bandicoot, etc. Mais à l'époque, le jeu de voiture était absolument dominant. Et le truc, c'est qu'on veut faire des jeux de voiture de plus en plus réalistes. Et c'est là où, si je me rappelle, c'est des Sony Cambridge, c'est-à-dire des Européens, qui veulent faire un jeu ultra réaliste à base de Porsche, mais avec des Porsche vraiment modélisés. Alors déjà, le gros problème, c'est que les studios européens de Sony se sont totalement plantés sur toute l'époque PlayStation 1. En fait, quand Psygnosis a fait faillite. Psygnosis, c'est ceux qui avaient fait Mhm. Wipeout. Ok. Mais Psygnosis venait en fait, c'était un studio britannique ultra intéressant parce qu'en fait, il venait de toute une scène un peu anarchiste de développeurs et donc ils avaient Mhm. vraiment un côté un peu trash, un côté adulte. Par Mhm. contre, Sony Studio Cambridge était vraiment bon, un studio Sony qui n'avait pas d'âme. Et donc, ils se sont mis Ok. à faire Porsche Challenge. Et là, tout le monde voit les images de preview et se dit: ah, mais ça va être trop beau, les voitures n'ont jamais été aussi bien modélisées. Mais le drame, Mhm. c'est que comme c'est une licence Porsche, il y a Porsche qui dit: écoutez, les mecs, on n'a pas vendu nos voitures pour qu'il y ait des dégâts. Donc, Oh déjà, là le là. premier truc, Ok. c'est qu'il n'y a pas le moindre dégât. Donc, rien que pour te sortir du jeu, c'est parfait. Et Hmm. surtout, l'autre problème, alors moi, j'ai joué qu'à la démo de Porsche Challenge et ça m'a suffi. C'est qu'en fait, tu vois les Porsche ultra bien modélisées, mais qui ressemblent à des caisses en savon, puisque comme elles sont, comme il n'y a pas de dégâts, ben voilà. Et en Mhm. plus, le jeu est chiant parce qu'elles sont lentes. C'est un jeu qui est en milieu de vie de la PlayStation 1, mais tout le monde l'attendait comme la killer app, Ah, quoi. En fait, tout le monde mhm. pensait que Gran Turismo n'existait pas à l'époque. Porsche Mhm. Challenge aurait dû être le Gran Turismo. Le truc, c'est que c'est chiant comme la mort, parce que les voitures, tu as l'impression qu'elles glissent. Elles sont parfaites, mais elles glissent sur la route. Et j'ai jamais eu l'impression, mais je te jure, ça m'a donné une sensation. J'avais l'impression de jouer dans du coton. J'ai jamais eu ça Hmm. dans un jeu de. Tu vois, même les jeux de course Ouais. sur la Super NES, tu avais une sensation de vitesse. Là, tu avais Ah, je l'impression suis que les d'accord. Porsche, elles allaient dans le coton, et puis tu pouvais Mhm. pas te cogner. C'était un cauchemar. Donc, c'est un jeu qui a eu aucun succès. Et Gran Turismo est arrivé, je crois, 2 ans après, à peu près. Et là Hmm. encore, mais Gran Turismo a un peu les mêmes faiblesses, au fond. Sauf que c'est des Japonais, donc c'est des gens Mhm. compétents qui le font. Mais tu sais, alors dans les nouveaux, je crois que ça a changé, mais les voitures, il n'y a pas d'impact de collision dans les premiers Gran Turismo. Parce que les marques ne Dans voulaient pas. les. Dans Ouais. le premier, dans Bah, le premier et ça, le deuxième. c'est super drôle. Je savais pas ce truc des marques qui voulaient pas casser leurs produits, du coup, sur le. Mais c'est vrai que. Enfin, le seul truc que tu peux bien faire réellement sur un jeu de course, c'est
bon, à part le design de la course elle-même, mais ils reprennent tous des vraies courses, bah, c'est la destruction et c'est la vitesse. Et s'il n'y avait pas les deux trucs Ah, de base, ça peut pas marcher. mais ça montre en Mais fait, je pense aussi pardon, oui, excuse-moi. vas-y, vas-y, vas-y. Je pense que ça montre une des limites de la PlayStation 1, c'est qu'il y avait ce culte de la marque. Que comme Mhm, brutalement le jeu vidéo devient cool, il y a tout le monde qui se dit: «Bah, il faut qu'on expose nos marques». Le gros problème, c'est que, bah, dans le jeu vidéo, c'est interactif, donc la marque, il faut qu'elle prenne des coups et je mm, crois que les marketing de Porsche ne l'avaient pas compris à l'époque, comme d'ailleurs ils ne l'avaient pas compris sur Gran Turismo, où justement parce qu'ils ont un peu l'habitude du placement de produits dans les films. mhm, Et dans les films, bah, c'est plus facile de placer un produit sans que le produit soit cassé parce que tu vas le voir pas longtemps à l'écran. Tandis que mhm, là, le drame, c'est que, voilà, ils veulent faire un truc réaliste, mais un truc de marque et je crois que c'est l'une des limites. C'est que alors il y avait eu un autre exemple assez célèbre, c'était Adidas Power Soccer, qui était ok, un jeu de foot qui avait cartonné au début de la PlayStation 1. Tu dois pas le connaître, mhm, développé par des Français, d'ailleurs, ok, et alors Psygnosis France et Adidas Power Soccer, alors c'était un jeu très arcade, ok. mais pendant les mi-temps, tu avais une pub de 2 minutes d'Adidas que tu Oh ne là pouvais là, pas zapper. waouh. Oh, wow. Et là encore, Euh, tu vois, ils essayaient de plaquer les méthodes de marketing qui étaient les méthodes de uh-huh. marketing, bah, du monde, d'avant, quoi, pour parler comme Ça me, l'autre. ça me rappelle un peu, je me rappelle plus sur quel opus c'était, mais sur SimCity, il y avait une histoire de Nissan qui a fait un placement de produit. En fait, ils ont sorti genre une voiture, la Nissan Leaf, qui était, je crois, électrique ou hybride, ou un truc comme ça. Et en gros, la méta, sur SimCity, c'était devenu, tu fallait avoir, les stations de rechargement de la Nissan Leaf et les Nissan Leaf partout pour que ça fonctionne bien. Et tout le monde avait cette Nissan Leaf que tout le monde détestait. Et c'est justement, en fait, c'est très difficile de placer son produit dans un truc qui est interactif, où en réalité tu n'as pas de contrôle sur ce qui va se passer avec. Et si tu veux juste, le mettre, plus, heu, en avant comme ça c'est toujours frustrant, j'ai l'impression. Mmh mh. Et d'ailleurs, en parlant de jeux de voiture, c'était une période où les jeux de voiture étaient super intéressants. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de jeux de voiture qui sortent tous les années, qui sont justement un peu comme c'est devenu un peu les jeux de sport, les jeux de Mmh. foot, les FIFA et cetera. Un opus chaque année ou genre tous les 2 ans, où c'est juste, les voitures les plus, réalistes et cetera. Et ça m'intéresse beaucoup moins que, les jeux, de voitures super arcade. Et même avant la PlayStation, les jeux sur, Super NES, de course, ils pouvaient être super, intéressants. Et tu sentais la vitesse, que ça soit genre F-Zero, même Mario Ouais. Kart en fait, il le faisait mieux que beaucoup de jeux, Mmh. même Mais si c'était sur Super NES, c'était super c'est cool. cl c'est clair. Toi, tu as joué à des jeux de voiture de l'époque PS1 ou pas? Oui, alors j'ai joué à énormément de ces jeux, mais j'en ai joué, j'en ai testé, beaucoup sur des, ordinateurs de potes ou même sur mon ordinateur quand je téléchargeais, des ROM et cetera. Mais vraiment, après j'ai pas eu heu, j'ai jamais, je suis jamais resté sur un jeu, super longtemps ou quoi. Mmh. Je testais un peu tout ce que je voyais, Ouais. et moi ça me plaisait beaucoup plus parce que, un seul truc que j'aime vraiment bien avec les nouveaux jeux de voiture, c'est qu'on peut maintenant connecter, par exemple un casque VR, un volant et cetera. Bon, à ce moment-là, juste tu peux sortir juste conduire toi-même, mais dans Mmh la vraie vie. Mais c'est vrai que c'est mh. cool de pouvoir tester des voitures, différentes et cetera. Le réalisme a quand même ses points forts, mais moi j'ai toujours été plus fan de jeux, on va dire avec une philosophie plus arcade Ouais. que super réaliste.
Bah, c'est vrai que moi, les deux jeux de voiture que j'ai saignés sur PlayStation, c'est Destruction Derby au début. Je Hmm. trouve que c'est génial le concept de course de sidecar. Je sais pas d'ailleurs Hmm. pourquoi il n'y en a pas plus, parce que c'est tellement jouissif. Et Verali 2. Il y avait, je me rappelle plus du nom de ce jeu, mais je me rappelle que quand j'étais sur PS3, il y avait un jeu de justement de destruction un peu comme ça de voiture, etc. Qui me faisait l'œil, mais j'ai plus entendu parler de ce truc. Donc ça sort quand même, mais c'est vrai Ouais, qu'aujourd'hui, j'en vois pas du tout. J'en vois ouais, pas on du tout. s'ennuie un petit peu. Il y a les grandes franchises, Gran Turismo. Mm. Comment ça s'appelle le truc Xbox déjà? Mais il y a beaucoup moins de Forza, diversité. Forza. Oui, Forza. Forza, c'est le truc, on va dire, le plus cool parce que c'est au moins il y a l'aspect monde ouvert, même si bon. Mais c'est plus interactif quand même que les jeux juste course basiques. Il y a plus de Ok, variété quand même. Ça, j'aime bien. ok. Bah, écoute, Je propose oui, que, au lieu de présenter Daikatana, ouais, je passe directement à Cyberpunk, vu qu'on a moins ouais. de temps. Et en plus, on- Ok, voilà quoi. d'accord. Daikatana, il y a une très bonne vidéo de Joueur du Grenier, si vous voulez voir. Ok, d'accord. Donc, Donc, Cyberpunk. Et puis, ouais, mhm. c'est vrai, parce qu'on parle, on s'amuse. Mais leur tour, on avait dit Ouais, ouais, une ouais. heure et on l'a déjà dépassé. Donc, je t'écoute, Cyberpunk Ouais. 2077. Cyberpunk 2077, c'était vraiment, c'était en tant que grand fan de CD Projekt et grand fan et polonais en fait même, Bah ouais, voilà. c'était un grand coup pour pour toute la communauté. Euh, un truc que beaucoup de gens oublient, c'est que Cyberpunk a été le premier trailer de Cyberpunk a été sorti presque quasiment en même temps que les annonces de The Witcher 3. Donc le concept du jeu est très très vieux. Il est en développement depuis, il est sorti en 2020. Il était en développement du coup pendant autour de 7 ans. Mhm. Mais 2015, Si je on, crois, le reveal euh, 2015, avait- oui, mais il le du coup, développait déjà. Mais ouais, je crois. oui, Bon, je sais pas, je déjà trouve oui, il le ça. développait déjà, parce qu'en fait, le développement a commencé à peu près en même temps que, on va dire. Arrivé, c'était p le développement de The Witcher 3 a commencé avant, mais pendant le développement de ce jeu, il y avait le développement de Cyberpunk qui a commencé. Bon après les débuts d'un développement, le pré-développement, c'est pas encore, tout ce qui est code, mais c'est vrai que ça a été autour de 7 ans. Le premier trailer, il vendait, beaucoup de rêves, et même si beaucoup de gens je vais pas parler, pendant 1 heure de des bugs, ou quoi, parce Les que gens même sont si c'est vrai déjà que au c'était courant. les gens sont déjà au courant, oui, effectivement. Mais un grand problème, qui est plus dur à accepter, c'est qu'il y avait énormément de promesses qui n'ont pas été, tenues. Beaucoup de types de gameplay, beaucoup de même, l'histoire elle-même qui était censée être beaucoup plus, différente selon la classe de personnage qu'on choisissait. Au final, on fait à peu près la même chose, 3 fois si on veut choisir c'était 3 classes, du coup, c'était nomade, cyber, enfin corpo, je sais pas quoi et le dernier, je me rappelle plus. Genre un gars de la Domestique. rue. Mais effectivement, moi, j'ai en plus, pour mon expérience personnelle, j'ai acheté ce jeu sur, PS4. Donc ouais, j'étais ce jeu sur C'est une PS4 erreur de était jeunesse. ouais. Bon, après, j'avais un PC vraiment éclaté, donc que ça soit la PS4, ou le PC, ça aurait pas été beaucoup mieux. Mais Heu, le jeu a été tellement buggé qu'il a été enlevé du PlayStation Store pendant des mois. C'était le jeu le plus je me rappelle quand je l'ai acheté, parce que je l'ai acheté day one et day one, ils m'ont dit: «Fais gaffe, énormément de gens sont revenus et ont demandé de le rendre. Mais on peut pas te rendre l'argent, donc si tu l'achètes, juste fais gaffe». Donc énormément et je me rappelle aussi, juste avant genre 1 semaine avant la sortie du jeu,
je regardais énormément de médias, de jeux vidéo, et cetera, qui couvraient le jeu, qui l'avaient en avant-première et beaucoup de médias polonais qui, m'ont vraiment surpris parce que ils ont vraiment dit, je me rappelle le consensus était autour de: «Il y a quelques bugs, mais en réalité, rien de très grave, le jeu est super fun» et au final, Allez, le jeu était, injouable, en sortie, ça a pris, le truc qui je pense aux développeurs quand même parce que je sais que c'est, pendant ce genre d'histoire, beaucoup de développeurs se prennent beaucoup de menaces ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment jamais, presque et des jamais réellement la faute des développeurs. C'est surtout des investisseurs qui mettent la pression, des cadres qui changent de décision toutes les ce mmh, qui, il y a déstabilise des beaucoup cœurs le d'êtres humains développement qui du jeu. battent, y compris chez les Oui, bah, développeurs de jeux buggés. Heu, oui, ouais, exactement et les pauvres et en plus, je sais qu'ils étaient en full crunch, avant la sortie du jeu, et aussi après parce que les updates, qu'il y avait tous les 2 jours, j'étais choqué. Il y avait des gigas et des gigas de updates, par semaine. Donc je sais qu'ils étaient en stress complet là-bas. Donc vraiment, et par contre aujourd'hui en fait, c'est un peu triste parce qu'aujourd'hui on parle on va dire de effet No Man's Sky. Quand un jeu, sort extrêmement, buggé, nul, n'a pas les mêmes, promesses, enfin ne tient pas les promesses et qu'au final ça devient un bon jeu. Sauf que ça devient tellement c'est tellement souvent que ça arrive que c'est juste ces derniers temps, c'est triste. Enfin, il y a quand même ces jeux, qui sont très bons. Enfin, Cyberpunk est aujourd'hui un très bon jeu. Il a été presque complètement, heu, il est presque, dans son état, on va dire, qu'il voulait l'avoir, à la sortie, idéalement. Mais c'est vrai que c'est triste de toujours voir, cet effet No Man's Sky où il faut attendre quand même 1 an ou 2 avant, chez Cyberpunk, c'était plus 2 pour avoir un jeu qui est jouable et c'est quelque chose qui était infaisable, avant, Bannerlord du coup, avant Arena. Elder Scrolls, c'est Bethesda qui a tout cassé dans l'industrie. ouais. Bah, accuser Bethesda, ouais, ouais, je vois pourquoi tu dis ça. Ce qui m'avait frappé sur Cyberpunk, alors bon, j'ai un rapport à la licence qui est Mmh ultra mh. particulier parce que moi, j'ai énormément fait le jeu de rôle et Mmh. c'était vraiment un truc dans les années 80, le Cyberpunk. On a fait une émission d'ailleurs sur la zone libre, sur Mmh. le Cyberpunk hier. On a Super. assez peu parlé en fait du jeu vidéo, mais un peu des racines du genre et des limites du genre. Mais pub, voilà, pub, placement de produit. Mais en fait, bon, le truc, moi, j'ai jamais eu tellement confiance dans Cyberpunk. Alors, le premier truc en Pologne, c'est qu'il y avait Mmh. c'était fou la hype autour de Cyberpunk. Je crois qu'elle était même plus importante que dans le reste du monde. Il y avait des Oui, boissons énergétiques 100%. Cyberpunk. Oui. Il y avait des livres aussi Cyberpunk qui étaient sortis. Enfin, là, ils voulaient en faire un phénomène de société. Ah non, c'était Ouais. vraiment, même si, déjà oui, c'est vrai qu'il y avait ces boissons, d'ailleurs, tout ce qui est, CD Projekt, c'était avant, la sortie de Cyberpunk, c'était des dieux sur terre, pour les Mmh. Polonais et c'est vrai qu'il y avait une communauté extrêmement, passionnée, sur The Witcher, mais aussi en général, qui connaissait aussi le jeu de rôle, qui Mmh. connaissait l'univers cyberpunk et justement vu que, CD Projekt avait une telle réputation, personne ne s'attendait à un tel résultat. Et Donc et là et là-dessus, moi, je pense que c'était la faiblesse, c'est sur CD Projekt. Parce que oui, CD Projekt, à la base, c'est un éditeur. Moi, j'ai toujours adoré le travail d'édition que faisait CD Projekt, notamment mmh, sur les jeux, occidentaux. Parce que comme les OK, jeux étaient trop chers en Pologne, fin des années 2000, début des années 2010, CD Projekt faisait des packs de jeux vidéo
où ils prenaient par exemple toute une série, genre Tomb Raider, etc. Tu l'avais pour pas cher, c'était soigné. Enfin, le jeu vidéo, le travail d'édition boîte Mhm. était extraordinaire de CD Projekt. Et ça explique d'ailleurs pourquoi en Pologne, le jeu vidéo boîte est resté beaucoup plus longtemps qu'en Europe occidentale, parce que ça coûtait à la limite moins cher d'avoir la version boîte bien chiadée CD Projekt que d'avoir la version dématérialisée occidentale. C'est pour ça d'ailleurs que tu n'avais pas le droit d'exporter les jeux polonais, les boîtes Mhm. polonaises en Occident. Et donc, ils faisaient un Oh, je super savais pas. travail. Après, moi, ils ont fait encore un travail meilleur avec Good Old Games, le portail de jeux vidéo sans DRM et avec des, comment dire, avec les vieux jeux, les jeux Atari, Mhm. etc., qui est aussi quelque chose d'assez extraordinaire. Et à partir de là, ils se sont lancés dans le développement. Et ils ont fait le premier Witcher, qui était un jeu ultra niche. Mais ils sont arrivés à un moment où le jeu de rôle japonais allait mal et où globalement les éditeurs ramaient. Et Mhm. là, en fait, il n'y avait plus de jeux de rôle intéressants. Et c'est donc à ce moment-là où The Witcher 1, parce qu'ils ont fait un truc ultra chiadé, tu pouvais avoir la musique, tu avais des autocollants, enfin, et Mhm. on se disait, tiens, enfin un jeu vidéo qui ne se fout pas de notre gueule au moment où tu as la dématérialisation et tous les jeux génériques de la Xbox 360 et de la PS3, qui est pour moi la pire des générations. Mais bon, bref, là-dessus, c'est un Ouais. crachat gratuit. Et à partir de là, ils font Witcher 2, qui est toujours niche, et Witcher 3, qui est encore en réalité niche. C'est un jeu gigantesque, qui a beaucoup de succès, mais le jeu de rôle, c'est pas pour tout le monde. Et en fait, là, brutalement, tout le monde les prend pour des sauveurs, alors que Mhm. c'est un studio polonais qui a en fait pas énormément d'expérience par rapport à un géant comme Squaresoft ou Bethesda. Et là, avec Cyberpunk, les gens se disent, putain, en fait, ça va être un jeu à la troisième personne. Mhm. Ça va être en fait GTA en univers futuriste, avec un univers Ouais. cool, quoi. Parce que bon, GTA. Et le truc, bah, c'est que c'est pas Rockstar, c'est des projets. Ouais. Ils n'ont pas du tout le même temps de La même développement, expérience. ils n'ont pas la même expérience. C'est des Polonais, donc il y a un truc, je vais être ultra dur, mais un salaire de développeur de jeux vidéo polonais, c'est inférieur à un salaire chez Rockstar. Donc les meilleurs, Oui. ils sont chez Rockstar, même les Polonais. Ils ne sont pas en Pologne. Et Mhm. donc, pour toutes ces raisons-là, les attentes des joueurs, des journalistes sur Cyberpunk sont totalement démesurées par rapport à ce que Ouais. peut faire le studio. Ouais. Et on voit, c'est parce que c'est un truc, tout l'élément RPG est superficiel. L'élément action est un peu chiant pour un jeu d'action. Bref, en gros, ils sont bloqués là où il n'y avait pas cette pression sur The Witcher. Donc, sur The Witcher, ils ont pu faire ce qu'ils voulaient, un jeu d'Europe de l'Est, une Ouais. triple A venue d'Europe de l'Est. Tandis que Cyberpunk, c'est une triple A faite en Europe de l'Est. Et là, ça fonctionne beaucoup moins bien, je crois. Donc, moi, je leur donnerais toutes les excuses du monde par rapport à Moi ça. aussi, je pense que une grosse influence sur le flop de ce jeu. D'ailleurs, faut aussi préciser que on dit que c'est un flop. Ce jeu s'est vendu extrêmement bien et se Oui, vend toujours très bien. Donc, au final, c'était un très grand succès, mais bon, on va dire le début, il a été très dur. oui. Mais Bah, en fait, faut les aussi gens dire, le voient maintenant pour ce qu'il est, quoi, ouais, et pas pour ce ouais, qu'ils ouais. s'imaginaient qu'il fut. Oui, oui, oui. Il est pas bah, un truc qui montre, même si c'est un bon jeu, il n'a pas du tout la même fanbase qui un peu à l'image d'un culte comme chez The Witcher. C'est pas du tout la même, c'est pas du tout le même type de fan. Mais je pense que entre la fin de The Witcher 3 et enfin la fin du développement et la sortie de The Witcher 3 et la sortie de Cyberpunk, il y a sûrement eu énormément de restructuration dans CD Projekt. C'est vraiment cette entreprise qui, quand ils développaient le troisième Witcher, ils étaient quand même déjà grands,
C'était autour de, je me rappelle, 500, je crois 600 personnes qui travaillaient sur le jeu. Donc c'est une grosse équipe de développement. Sauf que voilà, ils n'avaient pas probablement encore tout ce background. Ouais, En réalité, des Américains, des commerciaux qui sont venus post The Witcher. Quand tu gagnes, ils étaient Game of the Year, ouais, le jeu de l'année 2015, énorme succès, dizaines enfin, 10 millions et quelques de ventes. Après ça, ouais, c'est vrai que sûrement la structure de l'entreprise elle-même a dû changer énormément, elle a dû s'agrandir beaucoup et le CD Projekt qui était plus, on va dire, agile, plus avait une meilleure probablement communauté, enfin au travail, une meilleure ouais. comment ça se dit Oui, oui, ils avaient un workflow Ouais, qui voilà. était différent. Ouais, ça, je C'était pense que c'est 100% des un peu, passionnés, oui, c'est comme un tu peu ce qui expliques. arrive. C'est un peu ce Comme qui est tu arrivé, expliques. je pense, à Ubisoft, quand Mhm. Ubisoft a commencé à se développer à Montréal avec leur studio sur Ouais, l'ensemble de la planète. Mais ouais. Ubisoft a eu l'intelligence de garder Ubisoft Montpellier, où là, Mhm. il y a encore un peu l'ambiance traditionnelle. Mais Ouais. là-dessus, je crois que c'est des projets, c'est pas du tout un éditeur sur lequel il faut cracher, mais c'est juste qu'à un moment, on les a pris pour Bethesda, on les a pris pour Squaresoft, Oui. alors que c'est un éditeur émergent. Peut-être qu'ils le Mhm. seront dans 20 ans, l'équivalent de Squaresoft, mais il va falloir attendre un petit peu entre-temps. Ouais, et quand ils Voilà. sont passés d'un jeu, on va dire médiéval, par rapport à... Ça n'a rien à voir en termes de design que... Même si, bon, la carte est énorme dans The Witcher, c'est des petits villages, il y a quelques grosses villes, etc. Là, on parle d'une énorme méga métropole qui a des dizaines d'étages, des véhicules en hauteur, enfin, c'est complètement différent en termes de développement, en Et fait, il n'y a puis en rien à plus, voir. c'est une IP que tout le monde connaît, enfin, ou du Oui, moins tout le aussi, monde a vu oui, Blade Runner, tandis que The Witcher, il y avait vraiment cette nouveauté. Les romans de Sapkowski ouais. n'avaient pas été traduits à l'époque Ouais, en français. il y avait les Polonais qui faisaient chier, qui parlaient de The Witcher, c'est trop bien, nanana. Enfin, Wiedźmin, du coup. Jasmine, Mais oui. oui, mais à part ça, c'est vrai que personne ne le connaissait et c'est... il n'y avait pas le même type d'attente, en fait. Ok. Mais Allez. tu vas passer à quel... Bah, je pense qu'on en a fait trois chacun. Finalement, on est déjà à 1h30, on a explosé les Je suis compteurs. d'accord. Donc, le monde n'a pas forcément besoin d'avoir aujourd'hui notre avis sur Star Citizen. De toute façon, Non, on non, aurait, c'est dommage parce que ah j'étais bah voilà, préparé à c'est le débattre. teaser pour comme ça on a le prétexte pour refaire rapidement la prochaine émission parce que moi j'en ai d'autres des fails. Donc Pareil, ouais, je veux parfait. t'entendre parler de Daikatana quand même aussi. Donc bah écoute Stanislas, merci beaucoup. Ça a Merci été beaucoup. un grand plaisir et puis donc Pareil on pour refait moi, ça sur d'autres thèmes rapidement. Au revoir. évidemment. Au revoir. Dans la dissociété des dysphories contemporaines, il faut garder son esprit critique, soutenir la zone libre, s'abonner à ses réseaux et partager. Dans la société des crises, en dissolution, être dans la zone libre